La notification est arrivée à 21h47. Pas un appel, juste un SMS. Je me souviens de l'heure exacte parce que je venais de terminer mon dîner solitaire, un plat de pâtes réchauffé devant le journal télévisé de France 2. Mon téléphone a vibré sur la table basse, illuminant brièvement le salon dans cette lumière bleutée, caractéristique, qui vous rappelle que vous êtes seul. Papa, pour Noël. La mère d'Antoine ne va pas bien. On reste chez eux à Neuilly, juste la famille proche. Tu comprends? J'ai fixé l'écran longtemps. Trop longtemps. Les mots dansaient devant mes yeux, se réorganisant en différentes configurations, comme si un arrangement différent pourrait changer leur signification. Juste la famille proche. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une cloche fêlée. Quand exactement avais-je cessé d'être la famille proche? Avais-je manqué le moment précis où je suis passé de père à obligation? Le curseur clignotait dans le champ de messages, attendant ma réponse. Ce petit trait vertical pulsant au rythme de mon cœur qui s'emballait. J'ai tapé 3 réponses différentes. La première était honnête, brutalement honnête. Mathilde, ça me fait vraiment mal. Je suis ton père. Comment peux-tu me faire ça? Je l'ai effacée après avoir relu, la trouvant trop pathétique, trop nécessiteuse. La deuxième était sarcastique, défensive. Ah, je vois. Les parents ne comptent que quand c'est pratique. Merci de me mettre au courant. Effacée aussi, trop agressive. La troisième était une question directe. Est-ce vraiment à propos de la mère d'Antoine, ou est-ce que je suis devenu un fardeau que tu ne veux plus porter? Effacée également, trop confrontante. Finalement, après 10 minutes à fixer l'écran, j'ai juste envoyé « Bien sûr, prends soin de toi ». 2 phrases courtes, polies, vides de toute émotion. Le genre de réponse qu'on donne à un collègue qu'on connaît à peine, pas à sa propre fille, pas à l'enfant qu'on a élevé pendant 25 ans avant qu'elle parte à Paris construire sa vie. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles j'ai rejoué cette conversation dans ma tête, encore et encore, analysant chaque mot, cherchant le moment où tout a basculé. Et avant de continuer cette histoire, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Vraiment, je ne parle pas juste pour entendre ma propre voix résonner dans le vide digital. Commentez ci-dessous votre prénom et d'où vous écoutez ce récit. Vous êtes à Lyon comme moi, dans cette ville magnifique coincée entre Rhône et Saône, à Paris comme ma fille, dans cette capitale qui avale les gens et ne les recrache jamais, ou ailleurs en France, peut-être à Marseille, à Bordeaux, à Lille, en Belgique, en Suisse, au Québec, peut-être même ailleurs dans le monde francophone. C'est important pour moi de savoir que je ne parle pas dans le vide. Cette communauté d'auditeurs, vous tous qui prenez le temps d'écouter l'histoire d'un homme de 64 ans, c'est ce qui rend ces histoires vivantes, réelles, importantes. Chaque commentaire, chaque prénom, chaque ville mentionnée, c'est une preuve tangible que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes familiales, que quelque part, quelqu'un comprend, quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, quelqu'un hoche la tête en écoutant et se dit « Oui, je connais cette douleur ». Alors, s'il vous plaît, prenez 10 secondes de votre temps. Mettez pause si nécessaire. Écrivez votre prénom, votre ville, peut-être même un mot sur pourquoi cette histoire résonne avec vous. Fortifions cette communauté ensemble. Je vous attends. Vraiment. Maintenant, laissez-moi vous dire où je me trouve en ce moment, 3 semaines après ce SMS qui a tout changé. Je suis debout dans le salon d'Éliane Maréchal, dans le vieux Lyon, ce quartier historique, avec ses traboules secrètes et ses immeubles Renaissance, la regardant ajuster méticuleusement les lumières sur un magnifique sapin de Nordmann de 3 mètres qu'elle a dû acheter au marché de Noël de la place Bellecour la semaine dernière. Les branches sont parfaitement symétriques, d'un vert profond et lustré. L'odeur de résine fraîche remplit toute la pièce, mélangée au parfum du feu de bois qui crépite dans la cheminée.
Chaque guirlande est disposée avec ce sens esthétique inné qu'ont les professeurs d'art plastique à la retraite, cette capacité à voir l'équilibre et l'harmonie là où les autres ne voient que du désordre. Sa fille Sophie, une femme de 35 ans avec des cheveux courts teints en violet foncé et des lunettes rondes, style année 1920, se dispute gentiment avec son frère Thomas, un homme solide de 40 ans avec une barbe bien taillée et des mains calleuses de quelqu'un qui travaille avec ses mains, pour savoir si l'étoile argentée se met avant ou après la grande guirlande dorée qui fait le tour du sapin. C'est clairement une dispute rituelle, quelque chose qu'ils font chaque année depuis leur enfance, une tradition familiale où personne ne gagne vraiment, mais où tout le monde s'amuse. Je peux le voir dans leur sourire, dans la façon dont ils se taquinent, dans l'amour évident qui sous-tend chaque pic humoristique. Il y a un feu qui danse dans la cheminée en pierre du XIXe siècle, projetant des ombres mouvantes et chaleureuses sur les murs en pierre apparente. Les bûches de chêne craquent et sifflent, libérant occasionnellement des étincelles qui montent dans le conduit. Quelqu'un, je crois que c'est Marianne, la compagne de Sophie, professeure de littérature avec une passion pour les traditions alsaciennes, prépare du vin chaud dans la cuisine adjacente. Je peux sentir la cannelle, les clous de girofle, l'orange confite, le miel, cette odeur réconfortante qui dit maison, sécurité, famille, appartenance. Des odeurs qui enveloppent et réchauffent plus que n'importe quel radiateur. Et pour la première fois en 3 ans, 3 longues années depuis que Marguerite est morte, depuis ce matin glacial de mars, où j'ai tenu sa main de plus en plus froide pendant qu'elle prenait son dernier souffle dans cette chambre d'hôpital aseptisée de la Croix-Rousse, les machines bipant autour de nous dans une cacophonie mécanique, pour la première fois depuis cet horrible moment où ma vie s'est coupée en deux, je n'ai pas l'impression de m'imposer dans le Noël de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'invité de charité qu'on tolère par obligation morale, le veuf pathétique dont tout le monde a pitié, mais que personne ne veut vraiment près de soi parce que le deuil est contagieux et inconfortable. Je ne suis pas celui qui fait baisser l'ambiance juste par sa présence. Je suis juste Philippe, un homme qui rit aux blagues absurdes de Thomas sur ses clients difficiles dans son entreprise de menuiserie. Un homme qui aide à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Un homme qui existe pleinement, complètement, sans s'excuser d'être vivant. « Philippe, dis-leur, dit Eliane en se tournant vers moi, avec ce sourire qui me prend toujours au dépourvu, même après 2 mois. Ce sourire authentique qui atteint ses yeux gris-vert, qui crée ses petites rides en étoiles au coin de ses paupières, ces rides qui racontent une vie bien vécue, pleine de rires et de soleil, ce sourire qui n'a absolument rien à voir avec la politesse forcée ou la sympathie condescendante. L'étoile se met en dernier, n'est-ce pas? Dis-leur que j'ai raison, que j'ai toujours raison dans ces questions d'esthétique. Je reste en dehors de ça, dis-je, en levant les mains dans un geste de reddition théâtrale, reculant d'un pas pour bien montrer ma neutralité. Je suis juste là pour le vin chaud, et peut-être pour la bûche de Noël que j'ai aperçue dans le réfrigérateur tout à l'heure. Je ne veux absolument pas me faire des ennemis dès ma première vraie soirée familiale ici. Je tiens à ma survie sociale. Son fils Thomas rit, ce rire franc et généreux des trentenaires qui n'ont pas encore développé le cynisme protecteur de l'âge mûr, qui croient encore que le monde est fondamentalement bon. « Homme sage », dit-il en me faisant un clin d'œil complice, « très sage même. Ma mère a toujours raison de toute façon dans toutes les questions liées à l'esthétique, à la décoration, à l'art, à peu près tout ce qui touche au visuel. Autant l'accepter dès maintenant et vous éviter des années de frustration inutile. C'est le conseil que je donne à tous les nouveaux venus dans cette famille. Mais je ne suis pas là juste pour le vin chaud, aussi délicieux soit-il avec ses notes de cannelle et de miel. Je suis là parce qu'il y a exactement 2 mois, un samedi matin d'octobre, où la brume matinale se levait lentement sur le grand lac du parc de la Tête d'Or,
créant cette lumière dorée et diffuse que les photographes appellent l'heure magique. Cette période brève, juste après le lever du soleil, où la qualité de la lumière transforme le monde ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Eliane Maréchal s'est assise à côté de moi, sur le vieux banc en bois, près des serres victoriennes. J'étais concentré sur mon appareil, un Canon 5D Mark IV, que j'avais acheté 6 mois auparavant, dans un moment de folie dépensière post-deuil, essayant d'ajuster mon nouvel objectif 70-200 mm pour capturer un héron cendré parfaitement immobile au bord de l'eau, sa silhouette élégante se reflétant dans la surface lisse comme un miroir. Et elle m'a demandé, sans préambule, sans cette fausse politesse des premières rencontres où on tourne autour du pot pendant 10 minutes, qu'est-ce que tu essaies? Vraiment de capturer? Pas quelle photo tu prends, ou c'est un bel oiseau, ou n'importe quelle autre banalité que les gens disent généralement quand ils voient quelqu'un avec un gros appareil photo. Mais qu'est-ce que tu essaies vraiment de capturer? 4 mots simples qui montraient qu'elle comprenait quelque chose de fondamental. La photographie n'était pas vraiment à propos des oiseaux ou des arbres ou de la composition ou même de la lumière. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus profond, plus personnel, plus vulnérable. C'était à propos de ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et quand j'ai bafouillé une explication maladroite, cherchant mes mots comme un adolescent nerveux, parlant trop vite de la lumière et l'ombre, de comment la brume créait cette qualité éthérée presque onirique, de comment le héron, dans sa parfaite immobilité, représentait quelque chose pour moi, peut-être la patience, peut-être la solitude, peut-être juste la capacité à exister tranquillement dans un monde chaotique. Elle avait hoché la tête lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage, comme si j'avais dit quelque chose de profondément significatif, pas de ce hochement de tête poli et distrait qu'on fait pour être courtois en attendant que l'autre personne finisse de parler pour pouvoir parler soi-même, mais un vrai hochement de tête de compréhension authentique. Elle avait compris, vraiment compris, que je ne photographiais pas des oiseaux pour faire de jolies images à encadrer. Je photographiais ma propre solitude, ma propre immobilité forcée, mon propre processus de deuil. Le héron, c'était moi. On avait pris un café après cet atelier photo à la brasserie du parc, cette petite terrasse charmante avec vue sur les magnifiques rosiers qui bordent l'allée principale, assis là pendant 2 heures à parler de photographie, d'art, de nos vies. Puis un dîner la semaine suivante, chez Paul, un authentique bouchon lyonnais avec ses nappes à carreaux rouges et blancs, ses bouteilles poussiéreuses accrochées au plafond, son menu écrit à la craie sur un tableau noir. Puis c'est devenu quelque chose de régulier, quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom précis, mais quelque chose qui me faisait me sentir à nouveau moi-même. Pas Philippe le veuf pathétique. Pas Philippe le père négligé et oublié. Juste Philippe. Un homme avec des opinions, des passions, des rêves. Un homme qui existait indépendamment de ses pertes. L'appel de Mathilde est arrivé le lendemain matin, le 15 décembre, un dimanche gris et froid, plus tôt qu'elle n'appelait habituellement les rares fois où elle prenait la peine d'appeler. Normalement, quand elle appelait, ce qui arrivait peut-être une fois par mois, si j'avais de la chance, c'était vers 11 heures du matin, après son jogging matinal obligatoire dans le bois de Boulogne, et avant de commencer ses courses hebdomadaires chez Monoprix. Mais là, il était à peine 9 heures. Mon téléphone a sonné, vibrant bruyamment sur la table en bois, pendant que j'étais assis à ma petite table de cuisine avec un café noir bien serré dans ma tasse préférée, celle avec une fêlure sur le côté que Marguerite voulait toujours jeter, mais que je gardais obstinément, et le progrès déplié devant moi, lisant distraitement un article sur la rénovation controversée du quartier de la Confluence, qui divisait les Lyonnais entre modernistes et conservateurs. « Papa, salut. Question rapide. » « Bonjour, papa, comment vas-tu »
Pas « j'espère que tu as passé une bonne semaine », pas même « désolé de t'appeler tôt », juste « question rapide », prononcée rapidement, nerveusement, comme si j'étais son assistant personnel plutôt que son père, comme si mon temps n'avait aucune valeur, comme si elle me faisait une faveur en m'appelant. « Bonjour à toi aussi, Mathilde », ai-je dit, ne pouvant pas tout à fait masquer la pointe d'ironie dans ma voix. « Comment vas-tu ce beau dimanche matin ? Désolé. » « Oui, bonjour, ça va. Écoute, je suis vraiment pressé, j'ai 1 million de choses à faire aujourd'hui, les enfants ont leurs activités, Antoine a son match de tennis, j'ai des courses à faire. Je parlais avec Antoine hier soir et on pensait que pour Noël, tu pourrais peut-être venir le 26 à la place du 25. Le 25, tu comprends, c'est juste la folie totale avec les enfants surexcités et toute la famille d'Antoine. Ses parents viennent de Neuilly, ses 2 frères avec leurs femmes et leurs enfants, sa sœur célibataire mais insupportable. On sera facilement 25 personnes entassées dans notre appartement qui est déjà trop petit. C'est trop. Beaucoup trop. Tu comprends ? Et tu sais comment est sa mère, Hélène. Elle devient complètement hystérique quand il y a trop de monde. Elle se plaint du bruit. Elle critique tout. Je savais comment était la mère d'Antoine, Hélène Rousseau, née de Montfort. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois en 9 ans de mariage de Mathilde, avec son fils. Une fois à une grande fête d'anniversaire pour Chloé dans leur appartement parisien. Une fois à un baptême compassé dans une église du 16e arrondissement. Elle semblait parfaitement agréable les 2 fois. Femme de la haute bourgeoisie de Neuilly, certes, avec ses bijoux Cartier discrets mais chers, son sac Hermès Birkin qui valait probablement plus que ma voiture, ses tailleurs Chanel parfaitement coupés, mais parfaitement agréables et polis dans nos brèves interactions. Cette excuse transparente n'était clairement pas à propos de la mère d'Antoine et de ses supposées crises d'hystérie. C'était à propos de moi, de me reléguer au jour d'après Noël, au reste réchauffé. Au moment où ça comptait moins, où la vraie fête était terminée, où les invités importants étaient déjà partis. « À quelle heure le 26 ?» demandai-je, ma voix soigneusement neutre, testant jusqu'où elle irait dans cette exclusion. « Peut-être vers 15 heures. On aura déjeuné, évidemment, mais on te gardera des restes. De la dinde farcie, du gratin dauphinois, peut-être un peu de bûche si les enfants n'ont pas tout mangé. Tu pourras manger avec nous. Enfin, réchauffer ton assiette au micro-ondes. » On aura déjà tous mangé à midi. Des restes réchauffés au micro-ondes. Le 26 décembre, à 15 heures, j'ai regardé mon propre reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier en inox. Cette fenêtre qui donne sur la petite cour intérieure pavée de mon immeuble de la Croix-Rousse, où les voisins avaient déjà commencé à accrocher des guirlandes lumineuses. 64 ans. Cheveux gris argentés que je coupe moi-même tous les mois avec des ciseaux émoussés devant le miroir de la salle de bain. Rides profondes qui se sont creusées autour de mes yeux et de ma bouche depuis la mort de Marguerite, comme si le chagrin avait physiquement gravé son passage sur mon visage. Veuf depuis exactement 3 ans et 8 mois. Et ma fille, ma propre fille unique, celle que j'ai bercée pendant des heures quand elle avait des coliques de nourrisson, celle dont j'ai payé les coûteuses études à Sciences Po Paris, celle pour qui j'ai déménagé 3 fois pour suivre les mutations professionnelles successives de son mari ambitieux dans différentes villes de France, ma fille me proposait de la dinde réchauffée au micro-ondes le lendemain de Noël. En fait, Mathilde, j'ai des projets pour Noël. Silence. Un silence lourd, épais, chargé d'incrédulité. Je pouvais presque entendre le bruit de ses pensées s'emballant à toute vitesse dans sa tête. Des projets ? Papa a des projets ? Depuis quand exactement papa a une vie sociale qui implique des projets pour les fêtes ? Puis, sa voix montant d'une octave comme ça arrivait toujours quand elle était surprise ou contrariée. Des projets ? Quels projets ? Je passe Noël avec des amis. Le réveillon et le jour de Noël, j'ai été invité et j'ai accepté.
Quels amis? L'incrédulité dans sa voix était presque insultante. C'était le ton qui l'a fait, pas de la curiosité naturelle et bienveillante, de la suspicion pure, de l'incrédulité totale, comme si je venais de lui annoncer que je passais Noël avec la mafia marseillaise ou avec une secte apocalyptique, comme si l'idée même que je puisse avoir des amis, une vie sociale active, une existence en dehors d'elle et de sa famille parisienne, était fondamentalement absurde et impossible à croire. Juste des amis, Mathilde, dis-je, gardant ma voix aussi calme que possible, refusant de mordre à l'hameçon de sa provocation. Des gens de mon club photo. On se retrouve tous les samedis matins depuis plusieurs mois maintenant. Tu es dans un club photo? L'incrédulité était maintenant absolue, presque comique, depuis 4 mois maintenant. Tous les samedis matins à 7 heures au parc de la Tête d'Or. On se rencontre près des serres. On photographie les oiseaux qui viennent sur le lac, les arbres magnifiques, la lumière qui change avec les saisons. Ensuite, on va prendre un café ensemble à la brasserie et on critique mutuellement notre travail de la semaine. C'est très enrichissant, intellectuellement et socialement. Une pause. Je pouvais l'entendre respirer, probablement en train de décider comment réagir à cette information qu'elle trouvait manifestement dérangeante. Je ne savais pas ça, je ne savais pas que tu faisais ça. Je ne savais pas que je devais soumettre un rapport détaillé de mes activités hebdomadaires à ma fille de 39 ans, comme si j'étais un adolescent de 15 ans demandant la permission de sortir avec ses amis. Ce n'est pas ce que je voulais dire, papa. C'est juste que tu ne l'as jamais mentionné dans nos conversations. Parce que tu ne l'as jamais demandé, Mathilde, pensai-je amèrement, mais ce que j'ai dit à voix haute, c'était quelque chose de plus diplomatique. Ça m'a fait énormément de bien après la mort de ta mère. Ça me fait sortir de cet appartement. Après 3 ans passés largement seul, j'avais vraiment besoin de retrouver des intérêts, des passions, de rencontrer des gens nouveaux. De ne pas rester assis seul dans cet appartement jour après jour, à regarder les murs, en me demandant où ma vie est partie. C'est bien, papa, vraiment. Je suis contente que tu aies trouvé ça. Vraiment contente. Mais Noël avec des inconnus que tu connais depuis seulement 4 mois, allez, quand même, sois sérieux, c'est Noël, c'est la fête de la famille, pas des étrangers, ce ne sont pas des inconnus, Mathilde, ce sont mes amis. Des gens que je vois fidèlement chaque semaine depuis 4 mois maintenant. Des gens qui s'intéressent sincèrement à ce que je fais, à ce que je pense, à ce que je ressens, à comment je vais vraiment. Des gens qui posent de vraies questions et écoutent réellement les réponses. Ce ton encore, celui qui me faisait sentir comme si j'étais l'enfant difficile et elle le parent exaspéré, essayant de ramener la raison. Ce renversement complet des rôles qui s'était produit si progressivement au cours des 3 dernières années que je ne l'avais même pas remarqué au début. Mais maintenant que j'y prêtais attention, c'était flagrant et dérangeant. Elle ne me parlait plus du tout comme à son père qu'elle respecte. Elle me parlait exactement comme à un enfant capricieux qui fait des caprices irrationnels. Antoine et moi, on en a longuement parlé hier soir après le dîner, et on pense vraiment, tous les deux, que ce serait vraiment beaucoup mieux et plus raisonnable si tu venais le 26 plutôt que le 25. Le jour de Noël, le 25, c'est le temps de la vraie famille. La famille de sang. Pas des étrangers d'un club photo que tu connais à peine. J'ai regardé par la fenêtre. Un corbeau venait de se poser sur la fine rambarde en fer forgé de mon petit balcon. Ses plumes noires brillaient avec des reflets bleu-vert dans la lumière matinale pâle de décembre. Marguerite adorait les corbeaux. Elle me parlait souvent de leur intelligence remarquable. Elle disait qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que la plupart des gens ne le pensaient ou ne le leur donnaient crédit, qu'ils se souvenaient des visages humains pendant des années, qu'ils tenaient des funérailles élaborées pour leurs morts, qu'ils résolvaient des problèmes complexes avec des outils. « Ne sous-estime jamais un corbeau, Philippe, » disait-elle toujours avec ce sourire entendu. « Ils savent exactement qui les respecte et qui les ignore.
Et ils s'en souviennent. Tu as raison, Mathilde, dis-je finalement, après un long silence. Le jour de Noël, c'est absolument le temps de la famille, la vraie famille. C'est exactement pourquoi je le passe avec des gens qui veulent vraiment, authentiquement, que je sois là avec eux. Avec des gens pour qui je ne suis pas une simple obligation à caser quelque part, le 26, après que tous les invités vraiment importants soient déjà partis. Papa, il faut que j'y aille, Mathilde. Mon café refroidit, et j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je te rappelle plus tard dans la semaine. J'ai raccroché avant qu'elle puisse formuler une réponse. Ma main tremblait visiblement. Pas principalement de colère, même si la colère était définitivement là, bouillonnante, juste sous la surface de ma peau comme de la lave, mais de quelque chose d'autre aussi. Quelque chose qui ressemblait exactement à se lever après être resté assis dans la même position inconfortable beaucoup trop longtemps, quand vos jambes engourdies ne sont pas tout à fait sûres qu'elles fonctionnent encore normalement. Quand les fourmillements intenses vous parcourent désagréablement de la hanche jusqu'aux orteils, de l'adrénaline pure, de la peur de ce que je venais de faire, de l'excitation aussi. J'avais dit non à ma fille pour la première fois depuis... Depuis quand exactement? Je ne pouvais même pas me souvenir de la dernière fois, peut-être jamais. Elle a rappelé exactement 2 fois dans les 10 minutes qui ont suivi mon raccrochage abrupt. J'ai regardé le téléphone vibrer encore et encore sur la table en bois. Le nom Mathilde s'affichant en gros caractères lumineux. Je n'ai pas répondu. Pas la première fois, pas la deuxième fois non plus. Elle a ensuite envoyé un long SMS dont je pouvais voir les premières lignes sur l'écran de verrouillage. « Papa, ne fais pas ça, s'il te plaît. On peut en parler calmement comme des adultes raisonnables. » Comme des adultes. Comme si j'étais celui qui se comportait de manière puérile et enfantine. Je n'ai pas répondu à ce message non plus. Et vous savez quoi? À ce moment précis de mon histoire, je me demande combien d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont réellement le courage de cliquer sur ce petit bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Allez, sérieusement, je vous mets au défi, je vous lance un vrai défi. Je parie et je prends les paris que vous êtes là en train d'écouter cette histoire, que vous hochez probablement la tête avec sympathie, que vous vous dites intérieurement « Oh mon Dieu, cette Mathilde est vraiment horrible, quel manque de respect !» mais que vous n'allez pas réellement faire l'effort minimal de liker cette vidéo. Prouvez-moi que j'ai tort. Maintenant, tout de suite, cliquez sur ce bouton. Montrez-moi que vous êtes vraiment engagé dans cette histoire. Que vous comprenez ce que je ressens, que vous êtes avec moi dans ce voyage. Allez, je vous attends. Je parie sérieusement que moins de 10% d'entre vous le feront réellement avant la fin de cette vidéo. Prouvez-moi que j'ai tort. Surprenez-moi. Eliane est passée me chercher à 10 heures précises le matin de Noël dans sa vieille mais impeccablement entretenue Peugeot 308 gris métallisé. Elle portait un magnifique pull rouge en cachemire doux, probablement de chez Comptoir des Cotonniers ou une de ces boutiques élégantes du Vieux-Lyon, et avait un bonnet de Père Noël légèrement penché de façon charmante sur ses cheveux gris argentés, coupés courts dans ce style moderne, et élégant que portent les Françaises de 60 ans qui ont vraiment du style et de l'assurance. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement en réponse à la sonnerie, elle m'a immédiatement tendu un bonnet de Père Noël assorti au sien. « Non négociable », dit-elle avec un sourire malicieux, ses yeux gris-vert pétillants. « Je ne porte jamais de bonnet », protestai-je faiblement. « Je n'en ai jamais porté. Même enfant, je détestais absolument tous les chapeaux et bonnets. Aujourd'hui, tu en portes un. C'est Noël. Les règles normales de la vie quotidienne ne s'appliquent pas pendant les fêtes. » J'ai pris le bonnet ridicule. Je l'ai mis sur ma tête. Et quelque chose dans ce geste simple, dans cette capitulation ludique à quelque chose d'aussi absurde qu'un bonnet de Père Noël, m'a fait sourire largement pour la première fois depuis que j'avais reçu ce SMS dévastateur de Mathilde 3 semaines auparavant.
Sa maison dans le Vieux Lyon était absolument pleine à midi pile. Vraiment pleine. Pas de cette plénitude stressante et étouffante où on se marche continuellement sur les pieds et où on ne peut pas respirer, mais de cette plénitude chaleureuse, vivante, vibrante, qui dit clairement « Ici, on célèbre la vie pleinement ». Thomas et sa femme Isabelle, une architecte pétillante aux cheveux auburn, et leurs 2 enfants adorables, Léa qui a 7 ans avec ses grandes boucles brunes, et Jules qui en a 5 avec ses taches de rousseur. La fille d'Éliane, Sophie, et sa compagne Marianne, toutes 2 professeurs de littérature passionnés au lycée du Parc, discutant avec animation de Proust et de Simone de Beauvoir. 2 couples du club photo que je connaissais bien maintenant, Jean-Marc et Françoise, tous 2 retraités de l'enseignement, et Pierre et Nathalie, lui médecin radiologue à la retraite, elle ancienne conservatrice de musée. Une voisine extraordinaire de 87 ans qui s'appelle Madeleine et qui racontait des blagues absolument inappropriées et hilarantes sur sa vie sexuelle débridée dans les années 1960 à Paris, faisant rougir même les plus jeunes. C'était bruyant et légèrement chaotique et absolument merveilleux. Le petit-fils d'Éliane, Jules, avec son sérieux intense d'enfant précoce, m'a montré son nouveau télescope, un magnifique célestron bleu et argent encore dans sa boîte, et m'a expliqué avec des détails techniques impressionnants pour un enfant de 5 ans qu'il allait absolument devenir astronaute professionnel et marcher sur Mars avant ses 30 ans. Il avait déjà tout planifié. Sophie, avec sa curiosité intellectuelle caractéristique, m'a interrogé longuement sur mon appareil photo, mon Canon 5D Mark IV que je chérissais, et a vraiment, authentiquement écouté pendant 15 bonnes minutes quand j'ai expliqué en détail le nouvel objectif 70 200 mm f2.8 que j'avais acheté après des semaines d'hésitation, pourquoi j'avais finalement choisi la version f2. 8 plus chère et plus lourde, plutôt que la F4 plus légère et économique, comment cette ouverture plus large changeait complètement ma capacité à capturer les oiseaux en vol rapide avec une faible profondeur de champ. On a mangé un festin incroyable. Du jambon rôti parfaitement caramélisé au miel et à la moutarde à l'ancienne, un gratin dauphinois absolument crémeux et décadent, fait avec des pommes de terre spéciales de l'île de Ré et de la crème fraîche épaisse, des haricots verts fins aux amandes effilées grillées. Quelqu'un, je crois que c'était Isabelle qui adorait manifestement cuisiner, avait préparé 3 sortes de tartes, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Une tarte tatin classique avec ses pommes caramélisées, une tarte au citron meringué avec sa meringue haute et dorée, et une tarte aux poires et chocolat qui était absolument divine et dont j'ai repris 2 fois. La longue table était magnifiquement dressée avec des assiettes anciennes dépareillées, chinées dans des brocantes, des verres de toutes les formes et époques différentes, des serviettes en lin brodées à la main par la grand-mère d'Éliane. Rien ne matchait parfaitement dans un sens conventionnel, et pourtant tout était absolument parfait ensemble. À 14 heures précises, Thomas, toujours organisateur, a suggéré avec enthousiasme une photo de groupe pour immortaliser ce moment. Tout le monde dehors sur la terrasse qui donne sur les toits. Allez, allez, on ne va pas rester là toute la journée. Tout le monde se sert bien. Philippe, toi là, juste à côté de maman, évidemment. Oui, exactement comme ça. Parfait. Éliane m'a tiré affectueusement dans le cadre de la photo. Son bras passé autour de ma taille semblait complètement naturel. Facile, confortable. Comme si on faisait exactement ça depuis des années et des années, pas depuis seulement 2 mois. Sa main était chaude et rassurante contre mon pull en laine et je pouvais sentir son parfum délicat, quelque chose de léger et fleuri, peut-être du jasmin mélangé à de la bergamote. Thomas, armé de son dernier iPhone, a pris une quinzaine de photos différentes, nous faisant rire avec ses commentaires humoristiques, nous repositionnant légèrement pour de meilleurs angles, capturant authentiquement ce moment précieux de joie collective.
Voilà, c'est bon, j'en ai plein de bonnes. Je les envoie à tout le monde maintenant. Maman, tu veux que je te les envoie en premier? Envoie-les-moi d'abord, oui, dit Eliane avec un petit sourire mystérieux. Je veux en publier une sur Instagram pour partager ce beau moment. Maman est devenue une vraie star d'Instagram maintenant, taquina gentiment Sophie en riant. 60 ans et elle a plus de followers actifs que moi, qui est la moitié de son âge. Hardly une star, répondit modestement Eliane, mais j'aime vraiment partager les bons jours avec les gens, les moments qui comptent vraiment. La vie est trop courte pour garder la joie pour soi. À 18 heures, alors que le soleil d'hiver commençait à décliner, Eliane et moi faisions tranquillement la vaisselle ensemble, pendant que absolument tout le monde avait migré confortablement au salon pour regarder « Le Père Noël est une ordure », cette tradition française sacrée qu'apparemment personne ne peut jamais sauter à Noël. Elle l'avait méticuleusement à la main dans l'évier ancien en céramique blanche. Je séchais soigneusement avec un torchon à carreaux Vichy rouge et blanc. Mon téléphone reposait innocemment sur le comptoir en granit gris. Il a commencé à vibrer intensément, une fois, puis 2 fois rapidement, puis 3 fois, 4, 5, 6, 7 fois d'affilée sans interruption. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Tous les messages venaient de Mathilde, tous, sans exception. Eliane l'a immédiatement remarqué, observatrice comme toujours. « Tu peux répondre si tu veux, Philippe. Vraiment, c'est bon. Ne te gêne pas pour moi. » C'est ta fille. Je lui avais absolument tout raconté en détail sur Mathilde une semaine auparavant, lors d'un très long dîner intime chez elle qui avait duré jusqu'à minuit. Je lui avais parlé sans retenue de l'invitation à Noël, qui n'était clairement pas vraiment une invitation authentique, des 3 dernières longues années depuis la mort brutale de Marguerite, où Mathilde était progressivement devenue de plus en plus distante émotionnellement. Des appels téléphoniques de plus en plus rares et brefs, des visites de plus en plus courtes et espacées et inconfortables. Des indices de plus en plus évidents et douloureux que j'étais lentement devenu une simple obligation sur sa liste de tâches, plutôt qu'une véritable priorité dans sa vie, un fardeau encombrant plutôt qu'un père aimé. Oui, dis-je simplement, elle veut probablement juste souhaiter un joyeux Noël. Probablement, dit Eliane d'un ton doux qui suggérait clairement qu'elle savait parfaitement que ce ne serait très probablement pas juste ça. Mais quand j'ai finalement vérifié tous les messages accumulés une bonne demi-heure plus tard, après avoir complètement fini toute la vaisselle, après avoir pris un café au lait dans le salon confortable, avec tout le monde en riant des répliques cultes du film, il n'était absolument, définitivement pas des simples joyeux Noël. « Papa, appelle-moi immédiatement s'il te plaît. Papa, il faut vraiment qu'on parle, c'est important. Pourquoi ton téléphone est éteint? Tu ne réponds jamais? Sérieusement, décroche quand je t'appelle. Papa, j'ai vu ta publication sur les réseaux sociaux. C'est qui cette femme sur la photo? Papa, réponds-moi! » Le dernier message urgent venait avec une capture d'écran détaillée. Le compte Instagram d'Eliane. La photo joyeuse de cet après-midi même. Nous tous réunis autour de la grande table magnifiquement dressée, le sapin illuminé, scintillant en arrière-plan. Le bras d'Eliane passait affectueusement autour de moi. Nous deux souriant largement avec ces bonnets de Père Noël complètement ridicules mais charmants. La légende poétique, écrite par Eliane avec sa sensibilité artistique caractéristique, profondément reconnaissante pour la famille qu'on choisit librement, les amis précieux qui deviennent famille, et les secondes chances inattendues qui arrivent exactement quand on a complètement cessé de les chercher. Joyeux Noël de notre maison chaleureuse à la vôtre. J'ai silencieusement montré l'écran lumineux à Eliane. Elle l'a regardé attentivement, puis m'a regardé droit dans les yeux, cherchant ma réaction. « C'est un problème ?» demanda-t-elle calmement. « Je ne sais pas encore. » Probablement oui. Le téléphone a brusquement sonné à nouveau. Mathilde. Encore. Toujours. Je suis sorti discrètement sur la terrasse arrière pour répondre en privé.
L'air de décembre était glacial et vif, mordant désagréablement mes joues exposées. Les innombrables lumières de Lyon scintillaient magnifiquement en contrebas dans l'obscurité grandissante, la basilique blanche de Fourvière majestueusement illuminée sur sa colline dominant toute la ville. Papa. Sa voix était extrêmement tendue, presque stridente. « C'est qui ?»« Joyeux Noël, Mathilde. Comment s'est passé ton réveillon finalement ?»« Non. Ne fais absolument pas ça maintenant. Ne détourne pas la conversation. » « C'est qui exactement la femme sur la photo que tu as publiée ? Elle s'appelle Eliane Maréchal. C'est une amie très chère. » « Une amie ? Papa, sérieusement ? Vous portez des bonnets de Père Noël parfaitement assortis. Vous avez son bras autour de vous de façon très intime. Vous souriez tous les deux comme si j'étais heureux, comme si je passais un bon moment. » Silence pesant. Un silence absolument chargé d'émotions non dites. « Tu la connais depuis combien de temps exactement ? Pourquoi est-ce que ça importe tant ? Pourquoi est-ce que ça te concerne à ce point ? Parce que tu es mon père et apparemment je ne sais absolument rien de ta vie actuelle. Tu passes Noël avec des parfaits inconnus, il y a une femme mystérieuse que je n'ai jamais vue ni entendue mentionner, et tu postes des photos intimes sur Instagram comme si maman n'avait jamais existé. Et voilà, enfin. Le vrai problème fondamental sous la surface, pas que j'avais catégoriquement refusé de venir le 26 pour des restes, pas que j'avais une vie sociale active avec des amis qu'elle ne connaissait pas, mais qu'il y avait une femme, une vraie femme, qu'après 3 longues années et 8 mois interminables, j'avais osé peut-être, possiblement, commencer à avancer dans ma vie. J'ai regardé fixement les lumières clignotantes de Noël des voisins d'en face, rouge vif, vert émeraude, blanc pur. Rouge, vert, blanc. Une répétition hypnotique et apaisante. Tu sais ce que tu me demandes réellement, Mathilde ? Tu ne m'as posé aucune vraie question sur ma vie quotidienne depuis exactement 2 ans. Depuis les funérailles de ta mère. Ce n'est absolument pas juste de dire ça, protesta-t-elle faiblement, mais sa voix manquait totalement de conviction. Ah non, vraiment ? Alors dis-moi. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois, la toute dernière fois, comment j'allais vraiment ? Et je ne parle absolument pas de ces « ça va, papa ?» rapides et automatiques que tu lances en passant. Cette question purement mécanique qu'on pose uniquement parce que c'est socialement poli et attendu. Je parle de vraiment, authentiquement demander. De vraiment vouloir connaître la réponse. Quand m'as-tu demandé sincèrement pour la dernière fois ce que je faisais de mes journées, ce qui m'intéressait intellectuellement, si j'étais heureux ou malheureux, si j'avais des projets pour l'avenir, si je sortais de chez moi, si j'avais réussi à me faire des amis? Quand exactement? Silence prolongé, long silence inconfortable. Je pouvais l'entendre respirer rapidement à l'autre bout. Je vais te le dire moi-même, ai-je continué, ma voix montant malgré tous mes efforts pour rester calme. Aux funérailles de Marguerite il y a exactement 3 ans et 8 mois, ce jour absolument horrible et glacial de mars, où on a enterré ta mère au vieux cimetière de Loyasse sous une pluie battante. Tu m'as demandé à ce moment-là comment j'allais. Tu m'as serré très fort dans tes bras. Tu as pleuré amèrement avec moi devant sa tombe. Et puis, exactement 3 jours plus tard, tu es retourné à Paris dans ton train à grande vitesse. Et progressivement, je suis devenu quelqu'un à qui tu envoies des SMS impersonnels pendant les fêtes obligatoires, et que tu visites rapidement quand c'est géographiquement pratique. Un devoir familial, une obligation morale, une case à cocher, pas un père, certainement pas une priorité affective. Papa, écoute, on est vraiment très occupés tous les deux. Les enfants avec l'école et leurs activités, le travail très exigeant d'Antoine, mon propre travail stressant, l'appartement à gérer, les devoirs à superviser. Je sais parfaitement que tout le monde est occupé dans la vie moderne, Mathilde.
Je ne suis absolument pas en colère spécifiquement à ce sujet, vraiment pas. Je comprends parfaitement que tu as une vie extrêmement compliquée, exigeante, stressante à tout point de vue. Mais ne fais surtout pas semblant d'être profondément choqué que j'ai progressivement construit une vie entière que tu ne connais pas du tout quand tu as complètement arrêté d'être curieuse de ma vie il y a déjà des années. Quand tu m'as délibérément relégué au statut de corvée désagréable à cocher machinalement sur ta longue liste. Tu sors avec elle? Sa voix était maintenant devenue toute petite, presque enfantine et vulnérable. Est-ce que ça compte vraiment? Bien sûr que ça compte énormément. Maman n'est partie que depuis 3 ans seulement. Et voilà. Encore. Le vrai problème existentiel qui la rongeait. Pas que je ne lui avais pas explicitement parlé d'Eliane avant. Pas que j'avais délibérément gardé des secrets importants. Mais qu'Eliane existe tout simplement. Que j'ose être véritablement heureux à nouveau. Que j'ose courageusement avancer dans ma propre vie. Ta mère, dis-je extrêmement prudemment, parfaitement conscient que absolument chaque mot comptait énormément maintenant, est morte il y a exactement 3 ans et 8 mois. Et avant de mourir, pendant ces dernières semaines absolument terribles et déchirantes à l'hôpital, quand on savait tous les deux avec certitude que c'était vraiment la fin, elle m'a fait promettre quelque chose de très important. Elle m'a pris la main, cette main qui était devenue si terriblement maigre, si fragile qu'on voyait tous les os. Et elle m'a dit avec une lucidité parfaite, « Philippe, je t'en supplie, ne passe surtout pas le reste de ta vie complètement seul. Ne deviens pas un de ces vieux hommes amers et desséchés qui se flétrissent lentement dans leur appartement sombre. Promets-moi solennellement que tu trouveras une raison de sourire à nouveau. Que tu sortiras régulièrement, que tu vivras pleinement. Et je lui ai promis solennellement, je lui ai promis devant Dieu. Je n'arrive absolument pas à croire que tu utilises cyniquement maman pour justifier ça, pour justifier de la remplacer aussi rapidement. Je ne justifie absolument rien du tout. Je ne remplace personne. On ne remplace jamais 37 ans de mariage heureux, Mathilde. On ne remplace jamais l'amour de sa vie. Mais on peut, peut-être, si on a de la chance, trouver un nouveau chapitre inattendu. Une nouvelle façon différente d'être heureux. Et je n'ai absolument pas besoin de justifier d'être heureux. Pas à toi. Pas à personne d'autre. C'est qui, exactement? Où tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a des enfants. Quel âge elle a précisément? Elle en veut à ton argent? J'ai presque ri amèrement à cette toute dernière question absurde. À ton argent. Comme si j'avais réellement de l'argent qui méritait d'être convoité. Comme si ma modeste retraite de professeur d'université et mon petit appartement de 3 pièces constituaient une fortune digne d'intérêt. Elle s'appelle Eliane Maréchal. Elle a exactement 60 ans. C'est une professeure d'art plastique retraitée très respectée. Elle a enseigné pendant 35 années entières au prestigieux lycée du Parc. On s'est rencontrés il y a exactement 2 mois, lors d'un atelier photo matinal au magnifique parc de la Tête d'Or. Elle a 2 enfants, Thomas et Sophie, tous les 2 adultes accomplis, tous les 2 avec leur propre vie bien remplie et heureuse. Et elle a très largement son propre argent, Mathilde. Beaucoup, beaucoup plus que moi. Très probablement. Elle possède cette absolument magnifique maison de 4 étages complets dans le très chic vieux Lyon depuis exactement 30 ans. Elle l'a achetée intelligemment dans les années 1990 quand c'était encore relativement abordable pour la classe moyenne supérieure. Et maintenant, cette propriété vaut probablement facilement 2 millions d'euros ou plus. Alors absolument non. Elle n'en veut certainement pas à mon argent inexistant. Depuis combien de temps exactement tu la vois? 2 mois seulement? 2 mois. On prend des cafés agréables ensemble. On dîne dans de bons restaurants ensemble. On photographie des oiseaux fascinants ensemble.
On parle passionnément de livres, d'art, de photographie, de philosophie, de nos vies respectives. C'est profondément agréable. 2 mois seulement. Et tu ne me l'as absolument pas dit. Quand exactement est-ce que je te l'aurais dit, Mathilde? Sérieusement. Réfléchis. Quand? Tu n'appelles pratiquement jamais, sauf pour me dire ce que je devrais faire ou quand exactement je peux venir te rendre visite à Paris, si ça t'arrange. Tu ne visites jamais Lyon, sauf quand tu viens pour le travail et que tu as miraculeusement 2 heures à perdre entre 2 réunions importantes. La toute dernière fois que je t'ai réellement vu en personne, c'était pour Thanksgiving en novembre, et tu as littéralement passé tout le déjeuner entier collé au téléphone à gérer frénétiquement une crise professionnelle urgente. Tu as à peine touché à ton assiette pourtant délicieuse. Tu as à peine adressé la parole aux enfants. Et tu as très certainement pas demandé une seule fois comment j'allais. C'était vraiment important. Ce client représente à lui seul 40% de mon chiffre d'affaires annuel total. Et ça ne l'est pas? Le fait incontestable que ton propre père soit authentiquement heureux pour la toute première fois depuis la mort atroce de ta mère? Le fait que j'ai trouvé quelqu'un de merveilleux qui me fait rire sincèrement, qui s'intéresse vraiment à ce que je dis, qui me voit comme une personne entière et pas comme un fardeau encombrant. Ce n'est pas important, ça. Elle n'a pas du tout répondu à ça. Je pouvais distinctement entendre Antoine en arrière-plan, demandant avec inquiétude ce qui n'allait pas, sa voix bourgeoise et préoccupée. « Il faut vraiment que j'y aille maintenant », dit Mathilde finalement d'une voix étranglée. « On en parlera sérieusement plus tard. Il n'y a absolument rien à discuter, Mathilde. Je ne te demande certainement pas ta permission. Je ne cherche pas ton approbation. Je t'informe simplement de ma vie, quelque chose que tu aurais naturellement su si tu avais montré le moindre petit intérêt ces 3 dernières années. Joyeux Noël, Mathilde. » J'ai raccroché fermement. Mes mains ne tremblaient pas du tout cette fois. Elles étaient parfaitement stables, fermes, sûres. Et pour la toute première fois depuis très très longtemps, je me sentais puissant, fort, comme si j'avais enfin repris le contrôle complet de ma propre vie. Quand je suis rentré à l'intérieur de la maison chaleureuse, Eliane préparait du café frais dans sa cuisine vintage avec de magnifiques carreaux de métro blanc. Elle a levé les yeux, ses mains tenant délicatement la cafetière à piston en verre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Non, pas vraiment. Mais ça ira, ça finira par aller. Tu veux vraiment en parler maintenant? Pas ce soir. Ce soir, je veux juste être complètement ici, avec toi. Avec tous ces gens absolument merveilleux qui ne me connaissent que depuis quelques mois, mais qui me traitent comme si j'avais toujours fait partie intégrante de leur vie. » Elle a hoché compréhensivement la tête, m'a tendu une tasse fumante de café parfaitement préparée. « Alors sois ici, Philippe, sois complètement... » Pas ce soir. Ce soir, je veux juste être complètement ici, avec toi. Avec tous ces gens absolument merveilleux qui ne me connaissent que depuis quelques mois, mais qui me traitent comme si j'avais toujours fait partie intégrante de leur vie. Elle a hoché compréhensivement la tête, m'a tendu une tasse fumante de café parfaitement préparée. « Alors sois ici, Philippe, sois complètement, totalement ici. » Le lendemain matin, le 26 décembre, mon téléphone affichait 17 SMS non lus accumulés. 14 venaient de Mathilde, 3 de mon fils Lucas à Bruxelles. Ceux de Lucas étaient courts, directs et exactement ce dont j'avais désespérément besoin. Mathilde vient de m'appeler dans tous ses états. Elle panique complètement. Apparemment, tu as une vie secrète entière. Elle pense sérieusement que tu es manipulé par une croqueuse de diamants professionnelle. Je lui ai dit qu'elle était complètement ridicule. Bien joué, papa. Vraiment. Il était largement temps. Maman serait extrêmement fière de toi. Ceux de Mathilde formaient une progression émotionnelle fascinante,
une véritable montagne russe que je pouvais presque voir se dérouler en temps réel. « Papa, je m'inquiète vraiment beaucoup pour toi. Cette femme, Eliane, tu la connais vraiment? Antoine pense très sérieusement que tu es vulnérable et qu'elle profite clairement de toi. Comment tu peux faire ça à la mémoire sacrée de maman? Les enfants demandent pourquoi papy n'était pas là pour Noël. Je leur ai dit quoi exactement? Que tu préférais être avec des parfaits inconnus. Papa, réponds s'il te plaît. C'est vraiment sérieux entre vous? Tu vas la présenter aux enfants? Papa, je suis désolé pour hier soir. Mais tu dois comprendre que c'est vraiment choquant. On peut en parler calmement? Rappelle-moi s'il te plaît. Papa. Ce tout dernier message, celui en majuscule agressive, était arrivé à 2h47 du matin. Elle n'avait manifestement pas dormi une seule seconde. Le message spécifique sur les enfants m'a particulièrement énervé. Les enfants demandent pourquoi papy n'était pas là pour Noël. Parce que les enfants n'avaient absolument pas demandé. Chloé a 9 ans et Hugo a 6 ans. Ils ne remarquent même pas l'absence de leur grand-père qu'ils voient péniblement 2 fois par an maximum. Mathilde avait demandé. Et maintenant, elle utilisait cyniquement ses propres enfants comme armes émotionnelles, comme boucliers humains. J'ai appelé Lucas en premier. Il a décroché immédiatement à la toute première sonnerie. « Salut, papa. Joyeux Noël. Un jour de retard, mais quand même. Joyeux Noël, fils. » Comment était Bruxelles? Pluvieux, froid, parfait pour rester à l'intérieur. Charlotte et moi, on a fait une énorme fondue au fromage. Et on a regardé des vieux films français toute la journée. C'était exactement ce dont on avait tous les deux besoin. Mais parlons de toi. Tu as parlé à ta sœur? Oh, oui. Long appel d'1 heure entière hier soir. Elle est complètement, totalement paniquée. Elle est absolument convaincue que cette Eliane est une dangereuse croqueuse de diamants professionnelle qui s'en prend spécifiquement aux vœux vulnérables. J'ai vraiment essayé de lui expliquer rationnellement que A, tu n'es absolument pas vulnérable, et B, tu n'as pas de diamants à croquer. Elle ne voulait rien entendre du tout. Je ne suis absolument pas vulnérable. J'ai toutes mes facultés mentales. Je gère mes propres finances. Je prends mes propres décisions, et Eliane possède sa maison sans aucune hypothèque dans le quartier le plus cher de Lyon. Je le lui ai dit, exactement ça. Elle a répondu que peut-être Eliane avait des dettes cachées ou quelque chose. Papa, sois franc avec moi, complètement honnête. Tu es heureux? C'était exactement la question que personne ne m'avait posée depuis la mort de Marguerite. Tu es heureux? Pas ça va? Ou tu tiens le coup? Mais tu es heureux? Je le suis. Lucas. Pour la toute première fois depuis que ta mère est morte, je me réveille le matin et j'ai vraiment envie de me lever. J'ai des choses à attendre avec impatience, des cafés avec Eliane, nos sorties photos, les dîners avec son groupe d'amis. Je ris à nouveau. Vraiment. Pas de ce rire poli qu'on fait pour être sociable, mais ce rire qui vient du ventre, qui fait mal aux joues. Alors franchement, au diable ce que pense Mathilde. Tu as été seule beaucoup trop longtemps. Maman ne voudrait absolument pas ça. Elle te l'a dit, non, avant de mourir? Si, elle me l'a explicitement dit. Alors vis, papa. Vis pleinement pour vous deux et donne-lui du temps. À Mathilde, je veux dire. Elle va paniquer, elle va être complètement irrationnelle, mais elle va s'y faire éventuellement. Ou pas. Franchement, tu ne lui dois absolument pas ta solitude éternelle pour la rassurer. Je n'avais jamais autant aimé mon fils qu'à ce moment précis. Mathilde a appelé à 10 heures absolument précises, comme si elle avait attendu 1 heure respectable. J'ai regardé le téléphone vibrer. J'ai délibérément laissé sonner. Elle a rappelé à 11 heures. J'ai laissé sonner. Midi, 14 heures. Chaque fois, j'ai consciemment regardé son nom s'afficher et j'ai choisi le silence. À 15 heures, elle a envoyé un SMS. « Papa, je descends en voiture maintenant. On doit absolument parler face à face. Je pars immédiatement. » J'ai répondu simplement « non ».
Je viens quand même. Je serai là vers 18 heures. Je dois comprendre. J'ai immédiatement appelé Eliane. Mathilde descend de Paris en voiture en ce moment même. Elle veut me confronter. À propos de toi, à propos de nous, à propos de tout. Tu veux que je vienne? Demanda Eliane, sa voix calme et posée. Non, c'est strictement entre elle et moi. Mais j'ai vraiment besoin de te demander quelque chose d'abord, quelque chose d'important. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement, toi et moi? Vraiment? Elle est restée silencieuse un très long moment. Je pouvais l'entendre respirer lentement. Je ne sais pas exactement, Philippe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux continuer à prendre des cafés avec toi le mardi matin à la brasserie du parc. Je veux continuer nos dîners réguliers du vendredi soir, où on teste systématiquement des nouveaux restaurants. Je veux continuer à passer du temps avec ta famille merveilleuse à Noël, et probablement à Pâques et à tous les autres jours qui comptent. Je veux continuer à prendre des photos d'oiseaux fascinants au parc de la Tête d'Or à 6 heures du matin, parce que tu insistes que la lumière est meilleure alors. Cette lumière est objectivement meilleure. C'est un fait scientifique prouvé. Mais ce que je demande vraiment, c'est, est-ce que ça va quelque part? Parce que si c'est le cas, si c'est plus que juste deux personnes solitaires qui passent agréablement du temps ensemble, j'ai vraiment besoin de savoir, avant que Mathilde arrive ici dans 3 heures et exige des réponses que je n'ai pas. Philippe, j'ai 60 ans. Je suis divorcé depuis 15 longues années. Mon ex-mari m'a quitté pour une de ses jeunes étudiantes quand j'avais 45 ans. J'ai passé les 15 dernières années à reconstruire patiemment ma vie, mon identité, ma confiance. Je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter ou me sauver, ou peu importe ce que les comédies romantiques américaines nous disent qu'on a désespérément besoin. Je suis complète toute seule. Mon cœur s'est serré douloureusement. C'était un refus gentil, mais un refus quand même. Mais, continua-t-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, je t'aime vraiment bien, Philippe Daumier. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. J'aime comment tu regardes le monde à travers ton objectif, comment tu vois la beauté dans des choses que les autres ignorent complètement. J'aime ta gentillesse tranquille, ta façon de vraiment écouter quand les gens parlent. J'aime que tu ne tries pas de me réparer ou de me changer. Et j'aimerais vraiment continuer à faire ça, quoi que ce soit exactement, aussi longtemps que ça nous rend tous les deux heureux. Je ne sais pas si ça s'appelle sortir ensemble ou être en couple ou quoi, mais c'est réel, et c'est à nous. C'est une réponse suffisante. C'est absolument parfait. Mathilde est arrivée à 18h15 très précise. Elle a toujours été extrêmement ponctuelle. Elle est entrée avec la clé qu'elle avait depuis l'université, cette clé que je ne lui avais jamais demandé de rendre, parce que j'aimais l'idée symbolique qu'elle pouvait rentrer chez elle quand elle voulait. Sauf que maintenant, ça semblait être une invasion. J'étais dans le salon à attendre calmement, assis sur le nouveau canapé que j'avais acheté 6 mois auparavant, un canapé que Marguerite n'avait jamais vu. Papa, Mathilde. Elle a regardé autour d'elle, ses yeux balayant la pièce comme une enquêtrice cherchant des preuves. L'endroit a l'air vraiment différent. J'avais redécoré. Pas absolument tout, mais assez pour que ce ne soit plus un mausolée figé à Marguerite. Nouveau rideau couleur crème, au lieu des vieux rideaux bordeaux. Nouveau canapé gris anthracite. Les photos de Marguerite étaient toujours là, bien sûr, mais j'avais ajouté d'autres photos aussi. Mes propres photos. Un héron au lever du soleil. Les traboules du vieux lion sous la neige. Un coucher de soleil sur les toits de la Croix-Rousse. J'ai fait quelques changements, dis-je simplement. La vie continue. Elle s'est assise sur le canapé sans qu'on le lui demande, son manteau Burberry encore boutonné, son sac Longchamp serré contre elle comme un bouclier. Il faut vraiment qu'on parle. Je m'en doutais. Café? Non. Papa, c'est sérieux? Très bien. Alors parle. C'est qui, Eliane? Je m'étais préparé pour ça. J'avais même noté quelques points clés ce matin. Eliane Maréchal. 60 ans. Professeur d'art plastique retraité.
divorcée depuis 15 ans, mère de 2 enfants adultes. Propriétaire d'une maison dans le vieux Lyon, membre du club photo où on s'est rencontrés il y a 2 mois. Femme intelligente, drôle, gentille, qui rend ma vie meilleure. Tu connaissais à peine maman avant de l'épouser. Je connaissais ta mère depuis 2 ans avant de la demander en mariage. On s'est rencontrés en 1985 à une exposition d'art. On a pris des cafés pendant 6 mois avant notre premier vrai rendez-vous. On a été ensemble pendant 18 mois avant que je propose. Alors non, je ne connaissais pas à peine ta mère, et tu connais cette femme depuis 2 mois, et je ne la demande pas en mariage, Mathilde. Je dîne avec elle, je photographie des oiseaux avec elle. Je passe du temps avec quelqu'un qui me rend heureux. Il y a une énorme différence. Elle est partout sur tes réseaux sociaux maintenant. J'ai regardé ton Facebook, ton Instagram. Tu as publié des photos de voyage, des photos d'elle. Quand es-tu allé sur la côte? À Etretat, en octobre. Un week-end, avec elle, avec le groupe photo, 8 personnes. Eliane faisait partie du groupe. Tu es allé à Etretat et tu ne me l'as pas dit. J'ai pris une grande respiration. Moment de vérité. Mathilde, je ne t'ai parlé de presque rien de ma vie depuis 2 ans parce que tu n'as jamais demandé. Je ne cache pas des choses. Ce n'est pas moi le problème ici. C'est toi qui n'es pas curieuse. Toi qui as cessé de t'intéresser à ma vie le jour où ta mère est morte. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste, c'est complètement juste. Quand est-ce que tu m'as posé une question sur ma journée pour la dernière fois? Une vraie question, pas juste « ça va ?» en passant. Quand est-ce que tu m'as demandé si j'étais heureux, si j'étais triste, si j'avais besoin de quelque chose, si je sortais, si j'avais des amis, si je me sentais seul? J'ai été occupé. Je sais, tout le monde est occupé. Mais occupé n'est pas la même chose qu'absent. Occupé n'est pas une excuse pour abandonner complètement ton parent. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas devant la fenêtre, sa silhouette se découpant contre les lumières de Lyon qui s'allumaient progressivement dans le crépuscule. Antoine pense qu'elle profite de toi, qu'elle voit un homme âgé, seul, vulnérable, avec un peu d'argent et une belle propriété, et qu'elle se dit « voilà ma chance ». Antoine ne l'a jamais rencontré. Antoine ne sait rien de ma situation. Antoine peut aller se faire voir. Papa, non, sérieusement, il n'a pas besoin de la rencontrer pour avoir une opinion. Il connaît le type, les femmes plus âgées qui ciblent les veufs vulnérables avec de l'argent. C'est pathétique, Mathilde. Je n'ai pas d'argent. J'ai une retraite correcte, quelques économies, et cet appartement de 3 pièces qui vaut peut-être 400 000 € dans le meilleur des cas. Ce n'est pas une fortune, ce n'est pas comme si j'étais un millionnaire naïf. Et Eliane? Eliane a une maison de 4 étages dans le vieux Lyon qui vaut facilement 2 millions. Elle a sa propre retraite confortable. Elle a des économies. Elle n'a absolument pas besoin de mon argent. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être exactement ce qu'elle dit vouloir, de la compagnie, quelqu'un avec qui partager des cafés le matin, quelqu'un qui s'intéresse à son art, à ses photos, à ses pensées. Quelqu'un qui ne pense pas qu'elle est trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas trop vieux, papa. Alors pourquoi tu me traites comme si j'étais sénile, comme si j'étais incapable de prendre mes propres décisions, comme si j'avais besoin de ta permission pour avoir une vie? Mais 2 mois, papa, c'est tellement rapide. Ta mère et moi nous sommes fiancés après 6 mois, mariés après 1 an. C'était différent. Pourquoi? Elle a marqué une pause, a détourné le regard. Parce que je connaissais maman. Exactement. Tu approuves maman et pas Eliane. Mais tu n'approuves pas Eliane parce que tu ne la connais pas. Et tu ne la connais pas parce que tu ne m'as pas demandé. Et de qui est-ce la faute? Je te la présenterai si tu montrais un intérêt au-delà de m'interroger comme si j'étais un criminel. Elle a arrêté de marcher, m'a regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis son arrivée. Tu es différent, a-t-elle dit doucement. Comment? Tu sembles, je ne sais pas,
plus léger, comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Tes épaules sont différentes, ta voix est différente, même tes yeux. Tu as l'air vivant. Peut-être que je ne porte plus le poids de 3 ans de solitude. Peut-être que je ne me sens plus obligé de rester figé dans le deuil pour prouver que j'aimais ta mère. Mais maman, ta mère est partie, Mathilde. J'ai dit ça plus durement que je ne le voulais, mais c'était la vérité. La vérité brutale, inévitable. Je l'aimais plus que tout au monde. Je l'aime encore. Une partie de moi l'aimera toujours. 37 ans de mariage ne s'effacent pas. Mais elle est partie. Elle est morte. Et moi, je suis toujours là. Et je dois comprendre ce que ça signifie. Ce que ça signifie d'être Philippe sans Marguerite. Ce que ça signifie d'être moi. Et ce que ça signifie, c'est que je ne vais pas passer les 20 prochaines années, si j'ai cette chance, assis seul dans cet appartement, regardant les murs, attendant que mes enfants se souviennent que j'existe, attendant de mourir pour pouvoir enfin rejoindre ta mère. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré, mais il y avait moins de conviction dans sa voix maintenant. Alors, prouve-moi que j'ai tort. Quand est-ce que tu m'as invité à quelque chose pour la dernière fois? Pas dit que je pouvais venir le 26 pour des restes froids. Vraiment invité. Papa, viens dîner vendredi. Papa, on va au parc dimanche. Joins-toi à nous. Papa, j'aimerais te voir. Quand es-tu libre? Quand? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé par la fenêtre. Je t'ai invité à l'anniversaire de Chloé, l'année dernière. C'était il y a 18 mois. Et oui, je suis venu. J'ai pris le TGV de Lyon à Paris. 2 heures et demie de trajet. J'ai apporté un cadeau, un télescope pour enfants que Chloé voulait, et tu as passé toute la fête à m'éviter. Ce n'est pas « tu m'as évité, Mathilde », parce que les parents d'Antoine étaient là, et tu ne voulais pas qu'ils voient ton père, ce veuf triste de province. Tu ne voulais pas que je t'embarrasse devant tes beaux-parents bourgeois de Neuilly. J'ai essayé de parler à Chloé de sa pièce de théâtre à l'école. Tu m'as interrompu après 2 minutes pour me présenter au patron d'Antoine. Papa, viens rencontrer Jean-Luc, c'est le directeur régional d'Antoine. Comme si c'était plus important que ma conversation avec ma propre petite-fille. J'ai essayé d'aider dans la cuisine. Tu m'as littéralement dit « Non papa, va t'asseoir, tu vas juste gêner. » Devant tout le monde. Tu voulais que je sois là comme décoration, Mathilde, comme preuve que tu es une bonne fille qui invite son père. Pas comme une personne, pas comme ton papa, comme un accessoire. Elle s'est rassise lentement, a mis sa tête dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je ne voulais pas te faire culpabiliser. Tu as une vie compliquée, une carrière exigeante, 2 enfants. Un mari avec ses propres parents et obligations. Un appartement à Paris qui coûte probablement 3 fois ma retraite annuelle, rien qu'en charge de copropriété. Je comprends les pressions. Vraiment. Je ne voulais pas être le parent nécessiteux, pathétique, qui exige de l'attention, qui te fait culpabiliser, qui te rappelle constamment qu'il existe. Mais maintenant, tu es le parent avec une petite amie secrète et toute une vie que je ne connais pas. Pas secrète, privée. Il y a une énorme différence. Secret implique honte, dissimulation. Privé signifie juste que je ne partage pas tout avec quelqu'un qui a montré 0 intérêt pour ma vie. Elle a levé les yeux et j'ai été choqué de voir des larmes, de vraies larmes. Tu vas l'épouser? Je n'en ai aucune idée. On n'en a jamais parlé. On se connaît depuis 2 mois, Mathilde. On prend ça jour après jour. Tu l'aimes? Je ne sais pas encore. Peut-être, probablement. Je sais que je suis heureux quand je suis avec elle. Je sais que je ris plus que je n'ai ri depuis des années. Je sais que j'attends à nouveau les choses avec impatience. Le mardi matin, je me réveille excité parce que je vais prendre un café avec elle. Le vendredi soir, je choisis mes vêtements avec soin parce qu'on va dîner ensemble. C'est puéril? Peut-être. Mais c'est merveilleux. Et je ne vais pas m'excuser pour ça.
Et les affaires de maman? Sa voix était presque un murmure maintenant. Ses vêtements, ses bijoux, la porcelaine de sa grand-mère, ses livres. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Tu vas les donner à elle? À Eliane? J'ai pris une grande respiration. Comptez jusqu'à 10. Je n'ai pas décidé quoi faire avec les affaires de ta mère. Elles sont toujours dans notre chambre, dans des boîtes. Ses vêtements sont toujours dans l'armoire, son parfum est toujours sur la commode. Mais quand je déciderai, et ça sera quand je serai prêt, je te le ferai savoir. Et non, je ne les donne pas à Eliane. Si tu les veux, elles sont à toi. J'ai toujours dit ça. Je ne veux pas des affaires, a-t-elle dit. Et maintenant, elle pleurait vraiment. Je veux maman, je veux qu'elle soit là. Je veux pouvoir l'appeler quand les enfants me rendent folle. Je veux pouvoir lui demander des conseils sur ma carrière. Je veux qu'elle soit là aux anniversaires et aux pièces de théâtre et au dîner du dimanche. Je veux ma maman. Et voilà, enfin, le vrai chagrin sous la colère, la perte sous l'indignation. Je sais, ma chérie. Je me suis levé, me suis assis à côté d'elle sur le canapé et passé mon bras autour de ses épaules tremblantes. Moi aussi je la veux, chaque jour, chaque moment. Mais elle n'est plus là, et on doit trouver comment vivre avec ça. On est resté assis en silence un long moment. Dehors, le chien de la voisine aboyait. Une voiture est passée, sa radio trop forte, des basses qui faisaient vibrer les fenêtres. Et on vivait sa vie normale pendant que nous, père et fille, naviguions dans notre chagrin partagé. « Je suis désolé, a finalement dit Mathilde, pour Noël. Tu aurais dû être là, vraiment là, pas en option de backup pour le 26. Pourquoi tu ne voulais pas que je sois là ?» Elle a essuyé ses yeux avec ses mains, laissant des traces de mascara. « Je ne sais pas. C'est plus facile avec la famille d'Antoine. Ils sont bruyants et chaotiques. Et personne ne s'attend à ce que je sois parfaite. Je peux juste être. Je peux être stressée, fatiguée, pas maquillée, avec mes vieux vêtements. Avec toi, j'ai toujours l'impression de devoir être la bonne fille, celle qui a tout sous contrôle. La fille parfaite avec la carrière parfaite, et les enfants parfaits, et le mari parfait. Et je ne l'ai pas, papa, je ne l'ai pas du tout. Je suis épuisée tout le temps. Mon travail est une pression constante. J'ai 3 gros clients qui menacent de partir si je ne performe pas. Les enfants sont merveilleux mais épuisants. Chloé a développé de l'anxiété à l'école et Hugo ne peut pas se concentrer plus de 5 minutes. Antoine est stressé par son travail, son patron est un tyran. Il rentre à 22 heures chaque soir. Et t'avoir là pour Noël aurait signifié une personne de plus dont je dois m'occuper, une personne de plus à qui je dois faire bonne impression, une personne de plus qui me juge. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, Mathilde, et je ne te juge pas. Je sais, elle a hoché la tête, je sais intellectuellement, mais émotionnellement, j'ai juste l'impression que je devrais. Tu es seul, tu es mon père, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas seul, plus maintenant. Et même quand je l'étais, ce n'était pas ton job de réparer ça. Ce n'était pas ta responsabilité de remplir le vide que ta mère a laissé. Personne ne peut faire ça. Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux encore. Je peux la rencontrer? Eliane? Tu veux? Je pense que je devrais. Si elle est importante pour toi, si elle te rend heureux, alors oui, je veux la rencontrer. Elle l'est, et elle aimerait te rencontrer aussi. D'accord alors, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de digérer tout ça d'abord. C'est juste. Prends ton temps. Elle s'est levée pour partir. Je devrais rentrer. J'ai dit à Antoine que je serais à la maison à 21 heures. Il s'inquiète. À la porte, elle s'est retournée. Papa, je suis vraiment contente que tu sois heureux. Ça me fait peur, et je ne comprends pas tout encore. Mais je suis contente. Tu mérites d'être heureux. J'ai juste besoin de temps pour m'ajuster à cette nouvelle réalité. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Après son départ, j'ai envoyé un SMS à Eliane. C'est mieux passé que prévu. Elle pleurait, mais c'était de vraies larmes, pas de la colère. On progresse.
Elle a répondu immédiatement « Bien, viens demain soir, je fais de la soupe à l'oignon. » On parlera de tout ça tranquillement. 3 jours plus tard, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire, maître Bernard Lefebvre. Son bureau était situé dans un magnifique immeuble haussmannien près de la place Bellecour, tout en boiserie sombre et cuir vieilli, qui sentait encore l'encaustique et le vieux papier. Il avait rédigé mon testament initial 3 ans auparavant, juste après la mort de Marguerite, quand j'étais encore dans cet état de choc profond où on fait des choses par pur automatisme sans vraiment réfléchir aux conséquences. Des choses standards et conventionnelles, tout divisé également entre Mathilde et Lucas. L'appartement vendu, les fonds divisés en 2 parts égales, les comptes bancaires partagés 50-50, la petite police d'assurance vie divisée. Maître Lefebvre, j'ai besoin de faire quelques changements importants à mon testament. Il a ouvert le dossier épais, ajusté ses lunettes demi-lune sur son nez. Quel genre de changement exactement, monsieur Daumier? Je veux créer un fonds fiduciaire spécifiquement dédié à l'éducation de mes petits-enfants. Chloé et Hugo du côté de Mathilde, et si Lucas a des enfants dans le futur, eux aussi évidemment. 50% de la totalité de ma succession va directement dans ce fonds éducatif. Il ne peut être touché par leurs parents pour absolument aucune raison, sauf les dépenses éducatives, directes et vérifiables, université, école privée si nécessaire, livres, matériel scolaire, logement étudiant raisonnable, mais strictement rien d'autre. C'est très intelligent comme approche. Beaucoup de grands-parents prévoyants font exactement ça maintenant. Ça protège efficacement l'éducation des petits-enfants, même si les parents ont des difficultés financières imprévues ou font de mauvais choix. Et concernant l'autre 50% de votre succession, 25% directement à Lucas. Il a été constamment présent, véritablement supportif, il appelle très régulièrement, il visite quand il peut malgré la distance. Il mérite absolument d'être reconnu et récompensé pour ça. Et les 25% restants pour Mathilde, j'imagine. 20% seulement à Mathilde, avec une condition très spécifique. Maître Lefebvre a levé brusquement les yeux par-dessus ses lunettes. Quelle condition exactement? Que dans l'année complète suivant mon décès éventuel, elles doivent clairement démontrer qu'elle a maintenu une relation authentiquement active avec moi pendant les dernières années de ma vie. Des appels téléphoniques réguliers et substantiels, au strict minimum 1 fois par semaine. Des visites physiques réelles, au moins 1 fois par mois dans la mesure du raisonnablement possible compte tenu de la distance. Un effort réel, documenté, vérifiable de connexion émotionnelle authentique, pas juste des SMS de pure formalité pour les anniversaires. Si elle fait consciencieusement ça, si elle peut prouver concrètement via mes journaux personnels, mes calendriers annotés, mes relevés téléphoniques détaillés qu'elle a vraiment été présente et investie, elle reçoit les 20% complets sans discussion. Si elle ne le fait pas, si elle continue exactement comme avant dans sa négligence, alors cette part de 20% va automatiquement aux fonds éducatifs pour ses propres enfants Chloé et Hugo. Maître Lefebvre a enlevé complètement ses lunettes, les a nettoyées très lentement avec un petit chiffon en microfibre, signe qu'il réfléchissait profondément. C'est extrêmement inhabituel comme clause testamentaire, et très potentiellement contestable en justice si elle décide de faire appel. Vous pouvez le faire tenir juridiquement, je peux certainement essayer de mon mieux. Mais monsieur Daumier, comprenez-vous bien exactement ce que vous êtes en train de faire? Vous créez délibérément une situation où votre fille devra littéralement prouver après votre mort qu'elle vous aimait pendant votre vie. C'est un fardeau psychologique extrêmement lourd à porter pour quelqu'un en deuil. Non, l'ai-je corrigé fermement, elle ne doit absolument pas prouver qu'elle m'aimait après ma mort. Elle doit prouver qu'elle a fait un effort concret et vérifiable pendant que je suis encore vivant, et que ça compte vraiment. C'est une nuance absolument importante
est fondamentale. Si elle le fait maintenant, si elle change radicalement sa façon de me traiter pendant que je suis encore là pour en bénéficier concrètement et émotionnellement, alors il n'y aura strictement aucun fardeau du tout après ma mort. Elle récupérera automatiquement son héritage complet sans la moindre question. Si elle ne le fait pas, si elle continue obstinément à me traiter comme une simple obligation administrative, comme quelque chose à cocher machinalement sur une longue liste de tâches, alors elle me montre exactement ce que je soupçonnais déjà douloureusement, que je ne compte véritablement que quand il y a de l'argent tangible en jeu. Bernard a hoché très lentement la tête, commençant à comprendre. C'est essentiellement un test comportemental avec des conséquences financières. C'est une motivation concrète et puissante pour changer un comportement destructeur avant qu'il ne soit trop tard. Il a pris des notes extrêmement méticuleuses. Et les 5% restants de votre succession? 25 plus 20 plus 50 fait 95%. Il reste 5%. Les 5 derniers pourcents vont directement au parc de la Tête d'Or, spécifiquement pour la maintenance et l'amélioration continue de leur magnifique jardin botanique. Au nom explicite de Marguerite Daumier, ma femme bien-aimée. Elle adorait absolument cet endroit magique. On y allait religieusement chaque dimanche matin pendant exactement 30 ans sans exception. C'est précisément là qu'elle voudrait être commémorée et honorée. Maître Lefebvre a pris encore plus de notes détaillées dans son écriture serrée de notaire. Le Nouveau Testament a été méticuleusement rédigé sur plusieurs jours. Je suis revenu exactement une semaine plus tard pour le signer officiellement en présence de 2 témoins neutres. Lucas a appelé immédiatement quand il a reçu sa copie officielle par courrier recommandé avec accusé de réception. « Papa, le fonds éducatif pour les enfants est absolument parfait, brillant même. Merci infiniment. Charlotte et moi on parlait justement la semaine dernière de comment nous allions pouvoir payer l'université pour nos futurs enfants hypothétiques. Ça enlève une énorme pression financière et psychologique. C'est exactement ce que ta mère aurait voulu. Elle valorisait l'éducation par-dessus absolument tout le reste, et la condition spécifique pour Mathilde. Tu penses sincèrement que c'est juste ? Je pense que c'est exactement, précisément ce dont elle a désespérément besoin. Un vrai réveil brutal, un incentive clair, concret, financier pour changer radicalement son comportement destructeur. Tu sais ce qu'elle m'a offert pour Noël cette année? Non, quoi exactement? Absolument rien du tout. Elle n'a même pas pris la peine d'envoyer une simple carte de vœux à 2 €. Alors qu'elle dépense probablement facilement 2000 € ou plus en cadeaux luxueux pour les parents bourgeois d'Antoine chaque année. Ouais, c'est vraiment nul. Mais papa, écoute-moi bien, elle va se réveiller. Ce testament va la secouer violemment. C'est précisément l'idée. Mathilde n'a pas du tout appelé pendant exactement 2 semaines complètes après notre confrontation émotionnelle. Pas un seul SMS. Pas un email, pas même un message vocal, rien. Le silence était absolument assourdissant. Puis, un mardi soir de mi-janvier vers 19h30 précise, elle a frappé doucement à ma porte. Pas de clé cette fois. Elle a poliment frappé et attendu patiemment que j'ouvre. « Je peux entrer ?» Bien sûr. Elle avait un aspect complètement différent. Pas de maquillage parfaitement appliqué, pas de tailleur strict de travail, juste un jean délavé ordinaire, un pull oversize confortable, des Nike usés. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, désordonnés et négligés. Elle s'est assise sur le canapé, a sorti une enveloppe officielle de son sac. J'ai reçu le testament de Maître Lefebvre, par courrier recommandé. Je m'en doutais bien. La condition: l'année complète de maintien de la relation active. Les appels hebdomadaires obligatoires, les visites mensuelles. Oui, elle a pris une très grande respiration tremblante. Je le mérite totalement. J'ai cligné des yeux, complètement surpris.
Quoi? J'ai dit que je le mérite totalement, chaque mot de cette clause testamentaire. Tu as absolument raison. J'ai été honteusement absente, j'ai cyniquement utilisé occupé comme excuse pratique pour des années de négligence inexcusable. Je t'ai traité comme une simple obligation administrative, pas comme mon propre père. Et tu as eu parfaitement raison de mettre ça par écrit de façon aussi brutale. Parce qu'apparemment, j'avais vraiment besoin d'une motivation financière concrète pour me rappeler de traiter mon propre père avec une décence humaine basique. Mathilde, non, laisse-moi absolument finir. J'ai commencé à voir une psychologue professionnelle. Depuis exactement notre confrontation. 2 fois par semaine sans exception. Et on a parlé longuement de toi, de maman, de comment j'ai géré sa mort, ou plutôt de comment je n'ai absolument pas géré du tout, et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Tu veux savoir quoi? J'ai hoché la tête, silencieusement, incapable de parler. J'ai réalisé que j'étais en colère contre toi, profondément en colère, depuis la mort de maman. Je t'en veux terriblement. Pourquoi? Pour être toujours là, pour avoir survécu. Maman est morte, et toi non. Et je sais intellectuellement que c'est horrible, complètement irrationnel, profondément cruel, mais c'est la vérité brute. Chaque fois que je te voyais, je voyais qui manquait cruellement. Chaque fois que tu appelais, je pensais automatiquement « ça devrait être maman qui appelle ». Chaque fois que tu existais simplement, je ressentais douloureusement son absence. Alors j'ai progressivement arrêté de te voir, parce que c'était tellement plus facile. Parce que voir ton visage me rappelait constamment qu'elle était partie pour toujours. Et puis, je me suis senti horriblement coupable de t'éviter. Alors je suis resté encore plus à distance. Et c'est devenu ce cycle horrible et destructeur. Je ne savais absolument pas quoi dire. Ma gorge était serrée douloureusement. Je ne te demande pas de changer le testament maintenant, a-t-elle continué en essuyant ses yeux rougis. Je te demande humblement de me laisser essayer sincèrement d'être meilleure, d'être la fille que tu mérites vraiment, que maman aurait voulu que je sois. Tu n'as pas à gagner ta place dans ma vie, Mathilde. Tu es ma fille, tu seras toujours ma fille. Si, je dois la gagner, parce que je l'ai complètement perdue. À travers ma propre négligence inexcusable, mon propre égoïsme aveugle, ma propre incapacité pathétique à gérer le deuil comme une adulte mature, je l'ai perdue. Et je veux désespérément la récupérer. On a parlé pendant exactement 3 heures cette nuit-là, vraiment parlé, pas de politesse superficielle de surface, pas de conversation creuse et superficielle. Elle m'a raconté en détail l'anxiété sévère de Chloé, comment sa fille de 9 ans se rongeait les ongles jusqu'au sang, comment elle faisait des cauchemars terrifiants presque chaque nuit. Le TDAH diagnostiqué d'Hugo, comment il ne pouvait absolument pas rester assis à l'école plus de quelques minutes, comment les professeurs frustrés suggéraient fortement des médicaments. La pression écrasante au travail, 3 gros comptes représentant des millions menaçant sérieusement de partir, son patron lui disant cruellement qu'elle manquait de mordant depuis la maternité. Le stress chronique d'Antoine, son patron psychologiquement abusif, ses heures absolument impossibles. Et je lui ai raconté mes propres luttes intimes, les 6 premiers mois après la mort brutale de Marguerite où je ne pouvais absolument pas dormir dans notre lit commun. Comment je dormais recroquevillé sur le canapé inconfortable pendant une année entière. Comment je parlais encore régulièrement à ces photos comme si elles pouvaient m'entendre. Comment le club photo m'avait littéralement sauvé la vie, m'avait donné une raison concrète de sortir du lit le samedi matin. Comment Eliane m'avait progressivement aidé à me sentir à nouveau pleinement humain. Je veux vraiment la rencontrer, a dit Mathilde finalement d'une voix douce. Eliane. Pour de vrai cette fois. Pas parce que je suis méfiante ou en colère ou défensive, mais parce qu'elle compte énormément pour toi. Et si elle compte pour toi, elle devrait compter pour moi. Elle aimerait beaucoup, beaucoup ça. On a organisé un dîner ensemble exactement 1 semaine plus tard.
Les quatre, Eliane, Mathilde, Antoine et moi. Chez Eliane, dans sa magnifique salle à manger avec poutres apparentes authentiques du XVIIe siècle et cheminée en pierre. Antoine était visiblement raide au début, clairement sur la défensive, assis inconfortablement au bord de sa chaise, comme s'il allait bondir à tout moment pour protéger sa femme. Mais Eliane possédait cette façon extraordinaire et rare de poser des questions qui faisait que les gens se sentaient vraiment, authentiquement entendus et valorisés. Elle a demandé à Antoine sur son travail stressant, pas de manière superficielle et polie, mais vraiment profondément. Qu'est-ce qui vous passionne fondamentalement dans la finance? Comment gérez-vous psychologiquement la pression quotidienne? Qu'est-ce que vous auriez fait professionnellement si vous n'aviez pas choisi cette carrière exigeante? Et progressivement, visiblement, sa défense rigide est tombée. À la fin de la longue soirée, il lui montrait avec fierté des dizaines de photos des enfants sur son téléphone, parlait avec un enthousiasme contagieux de son hobby passionnant de menuiserie fine, de comment il construisait méticuleusement une cabane élaborée dans les arbres pour Hugo dans leur grand jardin de Neuilly. Après leur départ vers 23 heures, Eliane et moi avons fait la vaisselle ensemble dans un silence confortable. Elle lavait, je séchais, notre rituel réconfortant. Elle fait vraiment des efforts, a dit Eliane doucement. De vrais efforts authentiques. Elle t'a regardé différemment ce soir. Avec respect. Elle fait. Pour la toute première fois en 3 longues années, elle m'a vraiment regardé comme son père. Tu vas changer le testament? Supprimer la condition? Pas encore. Elle doit prouver que c'est réel, durable, pas temporaire, pas juste de la panique aiguë à propos de l'héritage. Je lui laisse 6 mois complets. Si elle maintient consciencieusement ce rythme, appels réguliers authentiques, visites mensuelles substantielles, alors je change tout. Tu es un papa vraiment coriace. Je suis un papa épuisé et fatigué d'être pris systématiquement pour acquis. Elle a embrassé tendrement ma joue, laissant une trace humide de vaisselle. Bien. Les gens ne valorisent vraiment que ce pour quoi ils doivent travailler dur. Le printemps est finalement arrivé à Lyon. Et avec le printemps doux et parfumé, un changement radical et visible dans ma relation avec Mathilde. Elle appelait maintenant fidèlement chaque dimanche matin, sans une seule exception. 10 heures absolument précises. Parfois on parlait juste 5 minutes rapides, parfois 1 heure complète et profonde. Mais elle appelait, toujours. Elle m'a invité au concert de printemps de Chloé dans son école prestigieuse. J'ai pris le TGV de Lyon à Paris. Elle m'a personnellement accueilli à la gare avec un sourire chaleureux. Les parents d'Antoine étaient là, évidemment, mais cette fois, Mathilde m'a présenté complètement différemment. Voici mon père, Philippe Daumier. Il est photographe professionnel talentueux. Il a exposé au prestigieux musée des Confluences l'année dernière. Ce n'était pas tout à fait exactement vrai. J'avais simplement participé à une exposition collective modeste, pas une exposition solo importante. Mais le fait qu'elle m'ait présenté avec une fierté évidente, qu'elle ait délibérément gonflé mes accomplissements plutôt que de les minimiser honteusement, ça comptait énormément. En avril, Eliane et moi avons fait un merveilleux voyage de 5 jours complets aux îles d'Hyères. Porquerolles, Porquerolles, des plages de sable blanc immaculées et des eaux turquoises cristallines. J'ai photographié des centaines d'oiseaux marins fascinants. Eliane a peint des aquarelles délicates. On a mangé des fruits de mer absolument frais chaque soir. Quand j'ai posté des photos sur Facebook et Instagram, Mathilde a commenté positivement sur absolument chacune. Magnifique, papa. Vous avez l'air vraiment heureux tous les deux. Cette photo du coucher de soleil est absolument incroyable. Tu devrais l'encadrer. Petit geste, mais incroyablement significatif. En mai, après exactement 5 mois complets d'appels hebdomadaires réguliers, de visites mensuelles authentiques, d'efforts réels et vérifiables, j'ai revisité Maître Lefebvre dans son bureau.
Je veux supprimer complètement la condition pour Mathilde, ai-je dit fermement. Elle l'a amplement mérité. Elle a largement prouvé que le changement était profondément réel. Il a soigneusement examiné le Nouveau Testament révisé. Vous êtes absolument sûr? Ça fait seulement 5 mois. Je suis totalement sûr. Elle appelle fidèlement chaque semaine, sans exception. Elle me visite régulièrement. Elle pose de vraies questions substantielles. Elle écoute vraiment, authentiquement les réponses. Elle a même commencé à m'envoyer des articles intéressants qu'elle pense que je trouverais fascinants. Sur la photographie, sur Lyon, sur la nature, sur l'art. C'est ma vraie fille qui revient. Progressivement, authentiquement. Très bien. Je vais préparer immédiatement les documents révisés. Le Nouveau Testament divisait la succession simplement et équitablement. 25% à Lucas, 25% à Mathilde, 45% aux fonds éducatifs, 5% au parc de la Tête d'Or. Pas de conditions, pas de test, juste confiance. En juin, Mathilde et Antoine ont amené Chloé et Hugo à Lyon pour un week-end entier prolongé. On a fait le zoo du parc de la Tête d'Or, où Hugo a insisté pour voir chaque animal exactement 3 fois. Le musée des Confluences, où Chloé a été absolument fascinée par l'exposition sur l'évolution. Une balade en bateau-mouche sur la Saône. Eliane s'est jointe à nous pour le dîner du samedi soir. À la maison, pas au restaurant. J'ai cuisiné. Mon bœuf bourguignon, la recette exacte de Marguerite. Chloé a bombardé Eliane de questions sur l'enseignement, sur l'art, sur comment on devient prof. Hugo lui a montré sa collection complète de pierres et minéraux, expliquant avec le sérieux d'un géologue de 6 ans la différence entre le quartz et le feldspath. Ça ressemblait à de la famille. Vraie famille, pas de tension, pas de performance, juste des gens qui s'appréciaient mutuellement. Le dimanche matin, avant qu'ils partent, Mathilde m'a tiré à l'écart dans la cuisine. « Merci, papa. » Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné avec moi, d'avoir posé des limites, de m'avoir montré ce que je perdais. Je ne m'en rendais pas compte. Vraiment pas. Mais tu avais raison. Tu es ma fille. Je n'abandonnais pas avec toi. J'abandonnais juste d'être déçu constamment. Je ne te décevrai plus. C'est une promesse. Tout le monde déçoit tout le monde parfois, Mathilde. C'est la vie, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de se présenter, encore et encore, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, papa, je ne te l'ai pas dit assez, mais je t'aime tellement, je t'aime aussi, ma chérie. Après leur départ vers 15 heures, Eliane et moi nous sommes assis sur sa terrasse avec du café. La vue donnait sur les toits en tuiles rouges du vieux Lyon, la cathédrale Saint-Jean, la Saône qui coulait paresseusement en contrebas. Le matin était frais mais ensoleillé. Le ciel était d'un bleu parfait. « Tu as bien fait », a dit Eliane doucement. Avec Mathilde. « Vous n'êtes pas complètement réparés. Ça va prendre encore du temps. Mais vous essayez. Tous les deux. C'est tout ce qui compte. » Oui, on essaie. Et nous, on prend toujours ça jour après jour. Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'argent dans ses cheveux qui brillaient dans le soleil, les rides de rire autour de ses yeux, ces belles rides qui racontaient une vie bien vécue, la façon dont elle tenait sa tasse de café à 2 mains, comme pour absorber la chaleur, ses yeux intelligents, curieux, pleins de vie. Je pense, ai-je dit prudemment, que je suis prêt à arrêter de prendre ça jour après jour. Ah oui? Et pourquoi es-tu prêt? Pour demain? Pour la semaine prochaine? Pour le mois prochain? Pour l'année prochaine? Pour tout ça, pour aussi longtemps qu'on a. Elle a souri, ce sourire qui illuminait tout son visage. C'est bien, très bien. Parce que j'ai déjà dit à mes enfants que tu venais au mariage de Sophie en août, comme mon cavalier officiel. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Sophie était ravie. Elle t'adore déjà. Thomas aussi. Ils disent que tu me rends heureuse.
C'est d'accord, que je sois ton cavalier, c'est un grand pas. C'est plus que d'accord, Philippe, c'est parfait. Bien. Parce que je suis heureux, vraiment heureux, et je veux continuer à être heureux avec toi aussi longtemps que la vie nous le permet. Moi aussi. On est resté assis là pendant que le soleil montait plus haut dans le ciel, réchauffant nos visages. Buvant du café, ne disant pas grand-chose, parce que parfois le bonheur n'a pas besoin de mots. Parfois, c'est juste s'asseoir sur une terrasse ensoleillée avec quelqu'un qui vous voit vraiment, dans toute votre complexité et vos défauts, et qui choisit d'être là quand même. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mathilde. « Papa, on peut faire un brunch dimanche prochain? Chez nous à Neuilly? Eliane aussi, bien sûr. Les enfants veulent vous voir tous les deux. Chloé demande si Eliane peut lui montrer comment peindre à l'aquarelle. » J'ai montré l'écran à Eliane. Elle a souri largement. « Tu vois, tu es coincé avec nous maintenant, avec moi, avec ma famille, avec ta propre famille qui revient. Plus d'échappatoire. Je peux penser à des sorts bien pires. Et je le pensais vraiment, de tout mon cœur, parce que quelque part dans ce chaos d'être exclu d'un Noël, de poser des limites difficiles, de risquer un nouvel amour à 64 ans, de forcer ma fille à confronter sa propre négligence, j'avais trouvé quelque chose de profondément précieux. J'avais trouvé quelque chose de mieux qu'être inclus par simple obligation, mieux qu'être toléré par devoir familial. J'avais trouvé des gens qui me choisissaient activement, qui voulaient vraiment que je sois là, qui me voyaient comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu, apprécié, aimé, pas juste quelqu'un à endurer. Et vous savez quoi? Ça me fait réfléchir à quelque chose de vraiment important. Une question que je veux absolument vous poser à vous, qui m'écoutez attentivement en ce moment. Est-ce que vous pensez que j'ai eu raison de mettre cette condition dans mon testament? De forcer ma fille à prouver qu'elle tenait à moi sous peine de perdre une partie de son héritage? Certains diraient que c'était cruel, manipulateur, même vengeur. D'autres diraient que c'était exactement la secousse nécessaire dont elle avait besoin. Qu'en pensez-vous vraiment? Commentez ci-dessous. Je suis vraiment curieux de vos opinions honnêtes, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse unique. Chaque situation familiale est unique. Marguerite aurait aimé Eliane. J'en suis absolument certain. Elle aurait aimé son esprit vif, son rire franc, sa passion pour l'art. Elle aurait aimé le club photo, nos sorties matinales au parc de la Tête d'Or pour capturer la lumière parfaite sur le lac. Elle aurait aimé que je sois à nouveau heureux. Et vous savez ce qu'elle m'aurait dit? Elle m'aurait probablement frappé gentiment derrière la tête et aurait dit « Philippe, arrête d'être si prudent avec ton cœur. Arrête d'avoir peur. Tu as 64 ans, pas 94. Tu as probablement encore 20 bonnes années devant toi. Peut-être 30 si tu arrêtes de manger autant de fromage. Vis-les, vraiment. Pour nous deux. Alors c'est exactement ce que je fais. Je vis. À 64 ans, avec mes cheveux argentés qui commencent à s'éclaircir sur le dessus, avec mes lunettes de lecture que j'oublie constamment, avec mon nouvel objectif Canon 70-200 mm f2.8 qui a coûté une petite fortune mais qui en valait chaque centime. Je vis avec quelqu'un qui me fait rire, qui comprend mes blagues, qui trouve mes obsessions photographiques charmantes plutôt qu'ennuyeuses. Je vis avec une fille qui apprend à se présenter, qui appelle chaque dimanche, qui fait l'effort, qui se bat contre ses propres démons pour reconstruire notre relation. Je vis avec des petits-enfants qui veulent me montrer leur collection de pierres et leurs dessins d'école, qui me demandent de leur apprendre la photographie, qui se souviennent maintenant de mon existence. Je vis comme si ce n'était pas trop tard pour le bonheur, comme si 64 ans n'était pas une fin mais peut-être un nouveau commencement. Parce que ça ne l'est pas. Ce n'est pas trop tard. Ça ne l'est jamais. Pas tant que tu respires, pas tant que ton cœur bat,
pas tant que tu as le courage de dire non à ce qui te diminue et oui à ce qui t'élève. Alors, voilà mon message pour vous, qui que vous soyez, quel que soit votre âge. Si vous vous sentez pris pour acquis par votre famille, posez des limites. Si vous êtes seul après une perte, osez vous ouvrir à nouveau. Si vos enfants adultes vous négligent, exigez mieux. Vous le méritez. La vie est trop courte pour la passer à attendre que d'autres personnes se souviennent que vous existez. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant mon histoire, si elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes vu dans mon parcours, alors faites-moi une faveur. Regardez les vidéos qui passent sur votre écran maintenant. D'autres histoires, d'autres vies, d'autres